Au milieu des missions que je vous ai énumérées sur le Groenland oriental, à Ammassalik et Scoresbysund, il y a eu un épisode un peu à part qui concernait la côte occidentale du Groenland, et c'était en 1982. Et il s'agissait d'une mission organisée par le professeur Guy Deté, un cancérologue de Lyon qui faisait une recherche sur cancer et environnement, et plus particulièrement cancer et mode de vie. Alors, travaillant avec lui, il y avait Annie Hubert, anthropologue, mais plutôt spécialisée sur l'Asie. Et nous avons mené cette recherche au Groenland occidental. C'était complètement piloté par des médecins, bien sûr. Il s'agissait, et ce cancer qui s'appelle le cancer du rhinopharynx ou du nasopharynx selon, c'est un cancer qui est associé au virus Epstein-Barr. Et ce virus et sa prévalence était beaucoup plus forte dans les populations groenlandaises que danoises. Donc il fallait savoir pourquoi. Et parallèlement, Annie Hubert faisait la même recherche en Asie du Sud-Est et au Maghreb. Donc ces régions-là, donc, Groenland, Sud-Est asiatique et Maghreb, montraient des fortes prévalences pour ce cancer et ce virus Epstein-Barr. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de commun entre ces populations qui apparemment n'ont rien de commun? Donc, il fallait, le côté médical était assuré donc, par les équipes de médecins. Pour le Danemark, pour le Groenland, c'était évidemment les médecins des hôpitaux et le Danemark. Mais nous avions la charge d'aller dans les familles atteintes de ce cancer et faire leur histoire de vie, pour essayer de voir si c'est un virus qui s'attrape jeune, et donc l'histoire de vie et l'histoire de l'alimentation. Car il apparaissait quand même qu'il y avait quelque chose en rapport avec leur régime alimentaire. Donc, alors Annie Hubert faisait les 3 terrains, et moi-même le terrain Groenland, et Margarida Hermann, qui nous accompagnait, c'était une infirmière est-groenlandaise de père suisse, et qui parlait tous les dialectes en fait du Groenland, et avec qui j'étais extrêmement liée. C'est une très grande amie. Donc, elle avait la compétence de l'infirmière et la compétence de la langue, parce qu'il s'agissait d'aller dans les familles, dans leur milieu, et non pas, justement, ce n'est pas une enquête à l'hôpital, c'est dans leur milieu, voir comment les gens vivent, et pouvoir le décrire, et pouvoir les questionner dans leur langue, pour qu'il n'y ait pas cette espèce de frontière linguistique. Alors, c'était quand même une mission assez impossible, parce qu'on avait 20 familles à visiter, réparties depuis le sud du Groenland jusqu'à Uummannaq, qui est quand même assez... Et évidemment, les crédits, comme toujours, étaient extrêmement limités. Donc, quand nous sommes arrivés à Narsaq, dans le sud, il est apparu très vite qu'au prix des hélicoptères, on n'y arriverait pas, parce que Groenland de l'Ouest, enfin partout, c'est ou bateau ou hélicoptère. Donc notre mission n'irait pas loin.
Et on a réussi donc à se faire prendre sur le bateau médical du médecin-chef du Groenland, qui était un bateau de 17 mètres de long, un vieux bateau ancien, très, très beau mais très ancien, et qui donc servait sur la côte ouest du Groenland. Donc c'était une chance pour nous d'avoir cette possibilité pour remonter la côte ouest. L'ennui, c'est que c'était les tempêtes d'automne, qui faisaient un temps épouvantable, et qu'à peine parti du sud, on a été pris dans une tempête force 11. 11, c'est la tempête de Charcot en Islande, hein, et on sait comment ça se termine. Donc, on a été porté disparu. Donc, alors, il y avait 3 membres d'équipage groenlandais, et nous 3, les 3 femmes. Donc, alors, Annie Hubert, elle n'était jamais montée au nord de la Belgique. Donc, elle a été tout de suite mise dans le bain, c'est d'où la dédicace. Donc, on a été, le capitaine du bateau s'est réfugié dans un fjord, mais ça soufflait tellement que je me suis dit, l'encre va lâcher et puis on va aller s'écraser comme une coque de noix. Ça a été complètement effroyable. Alors, mes collègues avaient le mal de mer, donc en plus, on pouvait tenir ni debout, ni assis, ni même couché, parce qu'on tombait du lit. Et alors, la seule qui avait faim, c'était moi. Donc, j'essayais d'aller me nourrir, mais alors, un coup, le frigidaire partait comme ça, après, il revenait comme ça, je recevais. Enfin, c'était effrayant. Et en plus, on a appris que le capitaine était cardiaque, et que c'était son dernier voyage avant l'opération du cœur, quelques jours après Anouk. Il y avait tout. Bon. Alors, par miracle, on s'est sorti de cette histoire-là, et c'est vrai, ça avait été annoncé, le bateau médical est disparu, etc. Donc, c'était extrêmement, extrêmement violent. Mais on a pu faire cette remontée de la côte ouest, avec des arrêts dans les villes où on devait s'arrêter. Ah oui, alors en plus, oui, il y a eu toute une série de choses. Mon amie groenlandaise, Margarida, est tombée sur le bateau et s'est cassé le coccyx. Donc, j'ai eu très peur qu'elle rentre, qu'elle dise, bon, c'est la fin de la mission, je rentre chez moi. Mais courageusement, elle a continué jusqu'au bout en souffrant le martyre. Parce qu'on arrivait dans des ports où il y a des grandes différences dans les marées. Alors, quelquefois, on montait des espèces de petites échelles de plusieurs mètres. Enfin, c'était assez incroyable. Alors, on a réussi notre coup. Mais alors, il y a eu ce qui est un peu agaçant, c'est qu'à un moment, il y a des médecins qui sont montés à bord du bateau, et qui ont passé 2 jours avec nous par un temps idéal. Ils ont dit, oh ben, vous avez eu un voyage formidable. On ne peut pas dire ça comme ça. Eux, ils ne voyaient pas le problème. Bon, en tout cas, on est monté jusqu'à Oumanak. Et puis, alors au retour, alors on a changé de capitaine, puisqu'il était on a changé de capitaine, mais celui-là était assez fou aussi, parce son fils jouait dans un match de foot à Nuuk, et il voulait aller voir le match de foot. Donc, quand il a su qu'on avait vu toutes les familles qu'on voulait, il n'avait qu'une envie, c'est de filer à son match de foot. Il y avait une trotte, hein. Le bateau de 17 mètres, c'est pas très grand, hein. Donc, il est passé à Ilulissat, là où il y a le long des glaciers qui crachent plus que partout au monde des icebergs. Il est passé en pleine nuit. Et il était arrivé pour son match de foot. Mais on n'emmenait pas large quand même de cette mission. Mais voilà. Alors, les analyses. Alors, aussi, on devait rapporter des échantillons alimentaires dans une glacière, etc. Sauf, alors, donc on récoltait à chaque endroit des échantillons d'aliments bruts ou de préparation alimentaire. Donc on le mettait dans le frigidaire, mais comme c'était le frigidaire commun avec les membres de l'équipage, et que
il voyait de la nourriture groenlandaise, il tapait là-dedans. Alors à un moment, Annie est venue me dire, mais Joël va leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent, parce qu'on va rapporter quoi? Alors, je suis allée les voir, et j'ai dit, vous consommez des échantillons scientifiques, ça ne va pas du tout. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, échantillons scientifiques? Qu'est-ce que tu me racontes? On mange ce qu'on a l'habitude de manger. J'ai dit, mais non, mais ça, il faut absolument qu'on les rapporte, et ce que vous avez consommé, vous nous le trouvez comme vous pouvez, mais on a besoin de reconstituer. Donc, on a pu reconstituer. Voilà, les petites. On ne raconte pas ça dans les articles scientifiques, c'est clair. Donc, on a rapporté tout ça, les enquêtes, des échantillons alimentaires, et bon, il est apparu, après de moult analyses, que il était, effectivement, ça venait d'un type de préparation alimentaire dans le séchage des aliments, ce qui rejoignait à la fois le Maghreb et l'Asie du Sud-Est. Donc ça développe ces fameux nitrosamines volatiles, etc. C'était ça la conclusion pour laquelle j'ai compris que c'était... Alors, maintenant, on va revenir à 1990, une mission au Groenland oriental, Scoresbysund. Donc, c'était 20 ans après ma mission précédente. Et là, j'ai trouvé une population extrêmement changée, à tout point de vue, et connaissant de très gros problèmes. Ils étaient, en fait, comme ils avaient pléthore d'ours blancs, etc., ils avaient pas mal d'argent, ils étaient, ils avaient des intérieurs à la danoise, là, bien installés et tout, mais une espèce de petite société vivant dans l'isolement total, parce qu'ils étaient vraiment en bout de course de tout. Ils voyaient le monde extérieur à la télévision, mais ils n'y avaient pas accès, parce que les voyages étaient quand même trop chers. Donc une espèce de société trop sur elle-même et devenue violente. Et beaucoup de gens que j'avais connus n'étaient plus là, et les morts violentes étaient extrêmement nombreuses. Homicides, suicides, ça m'avait énormément choqué et frappé. Et en essayant de connaître la cause, mais un peu ça, on voit le monde extérieur, mais on n'y arrive, il n'est pas pour nous. Voilà. Apparemment, le changement climatique va leur apporter du changement, parce que maintenant, des gens vont en touriste là. Non pas que je défende le tourisme, mais ça ouvre un peu leur société sur autre chose, sur des contacts, sur tout ça. Ceci étant dit, il est encore question de nouveau de fermer cet endroit, peut-être en les faisant déménager sur la côte ouest. Enfin, c'est des choses qui reviennent de nouveau sur le terrain. Voilà, donc là, une mission un peu déprimante, mais enfin, ça devait arriver un peu comme ça. Mais en même temps, ils ne cherchaient pas tellement à partir. Hein. C'était quand même les gens sont attachés à leur région. Ça, je me suis aperçue. Aussi, quand j'étais en Sibérie, que certains, et que la Sibérie s'est ouverte sur l'Alaska, il y a eu des possibilités de contact entre les Esquimaux sibériens et puis l'Alaska. Et ceux qui avaient pu aller avaient été surpris par toute cette différence. Et on a dit, mais vous n'avez pas envie d'y aller? Et dit non, non, chez nous c'est ici. Nos ancêtres sont ici, enterrés. Non, c'est pas pour nous. Hein, donc, il y a un attachement viscéral à la région, même s'il y a beaucoup de difficultés
qui sont sur le chemin. Alors, je passe justement à la Sibérie, ça s'enchaîne très bien. En 91, en 90, avec la perestroïka, c'est l'ouverture du Grand Nord sibérien aux Russes et aux étrangers. Parce que même les Russes y allaient difficilement, sauf s'ils avaient une mission précise de travail. Bon, région, c'est stratégique, évidemment, le Grand Nord sibérien, tout du long. Et évidemment, c'était zone secrète. Donc, ouverture en 90 et en 91, des chercheurs de la LASPOL, c'est une association de chercheurs russes, de Leningrad, a proposé de nous emmener une expédition, c'était organisé par Boris Cichlot, de nous emmener en Sibérie nord-orientale. Le rêve absolu, parce qu'on ne pouvait pas... Moi, j'ai rêvé de ça toute ma vie, mais je me souviens d'ailleurs, Gessin en rêvait aussi, et un jour, un autochtone sibérien était de passage en France, et il était originaire de Wellen, et Gessin lui avait dit, écoutez, moi, je voudrais aller chez vous. Et il a dit, je crois que vous ne pourrez jamais. Et effectivement, Gessin n'a pas pu, mais moi, j'ai pu. Voilà. Donc, Cichlot a organisé avec l'aide, justement, transportée, parce que c'est toujours dans le Grand Nord, c'est le problème des transports qui sont... Donc, on a eu le transport offert par les Russes, et puis, après ça, on avait des petits crédits de mission façon française. Et c'était une mission multidisciplinaire internationale, et avec deux volets, un hivernal, enfin la fin de l'hiver, l'hiver lumineux, là, quand il y a encore des conditions de froid, mais où on peut circuler, etc., hivernal et estival. Alors, il y avait Yvon Tsonga, il y avait... comment il s'appelle, qui est en Alaska, là, professeur en Alaska. Ah. Peter Schweitzer. Oui, Peter Schweitzer. Il y avait donc tout un tas de chercheurs comme ça. Alors, chacun avait son objectif. Hein. Le linguiste, l'ethnolinguiste faisait sa recherche, etc. Tout ça a été bien. Et puis, surtout, comme c'était une mission où on changeait beaucoup de place, l'idée, c'était un regard occidental sur les populations autochtones, à une première approche, quoi. Donc, alors, il y avait des médecins du monde, et moi, je me suis pas mal rapprochée d'eux pour justement pouvoir avoir toujours cette idée de la santé comme indicateur socio-économique des populations. Et donc, on a pu aller voir pas mal de choses avec hélicoptère libre. J'ai évalué le nombre de kilomètres qu'on a pu faire en hélicoptère, incroyable, plus de 4000. Bon. Fantastique. Alors, on a même survolé les falaises de Wellen dans le détroit de Bering, ce qui est totalement interdit. Enfin, c'est un pays où on peut tout faire et rien faire en même temps. C'est très, très étonnant. Bon, alors, on a donc la mission hivernale, une première découverte. C'est donc le Grand Nord Yakoutie et Tchoukotka, que l'on voit très bien sur la carte, une zone par ici. Voilà, il y a eu plusieurs missions qui ont été faites là, mais cette première, donc première découverte, alors il y avait la plupart par les Russes,
Bon, moi, je ne parlais pas russe et j'ai eu la possibilité de me faire aider par des collègues pour des choses plus précises. Mais alors, la mission d'été était alors différente. C'était un bateau qui devait nous accompagner. Alors, la mission d'été, elle a eu comme particularité de tomber sur le putsch de l'année 91, d'août 91. Et tout à coup, alors le bateau qui était donc soviétique, avec plein d'étrangers à bord, tout à coup, on a la musique classique, plus aucune nouvelle, complètement coupée de tout. C'est quand même fantastique. Et puis l'équipage qui commence à dire, écoutez, il faut que vous preniez... Alors, on avait un ancien diplomate à bord qui essayait de joindre le Quai d'Orsay aux abonnés absents. Et donc, donc on ne savait pas ce qu'il allait advenir. L'équipage russe, soviétique disait signer cette pétition pour dire une pétition d'une violence et tout. Alors, moi, j'ai dit, écoutez, on n'est pas là, on ne fait pas de politique, nous. On n'a pas à prendre parti, mais bon, c'est vrai qu'on est du côté des peuples autochtones, point barre. Donc, mais on ne peut pas se mettre dans... On ne savait absolument pas comment tout ça allait tourner. C'est pas joyeux, joyeux. Et puis là-dessus, ils ont commencé à nous dire, bon, maintenant, vous rentrez vite chez vous, hein, dès que possible. Alors, on a dit, mais écoutez, nous, on ne peut pas rentrer chez nous parce qu'on a des billets non modifiables de Leningrad. On n'était pas pressés. Alors, donc, ils nous ont amené. Donc, elle a été écourtée. On n'a pas pu faire énormément de choses, mais quand même un peu. Aller dans des villages. Alors, c'est des villages multiethniques dans cette région-là. Il y a la plupart, sauf quelques enclaves que j'ai pu voir par la suite. Mais c'est toujours une partie Esquimau-Inuit et Tchouktch, avec aussi... Alors, c'était très... Alors là, j'ai vu ce que c'était que des déplacements de population. C'est incroyable. Les villages de Tchoukotka ont été... J'ai fait dans une de mes publications un schéma des déplacements systématiques, et puis dans un lieu, puis dans un autre, etc. Les récits de leur histoire des années 60, c'est absolument effrayant. Donc, déplacés, encouragés à épouser des Russes pour être russifiés, les enfants envoyés à l'internat, les enfants des nomades. Donc, on a pu recueillir énormément de témoignages. Hein. Donc, ce n'était pas du tout une mission pour rien, loin de là. Mais on aurait aimé qu'elle dure plus longtemps. Et puis, donc, arrivé... alors, il y avait aussi une députée de la Douma qui était dans notre groupe, une nanaï qui avait dit « Je parlerai de votre expédition à la Douma. » Bon, et donc, quand on est revenu, nous, on a été bloqués à Leningrad, qui est devenu Saint-Pétersbourg pendant qu'on était là. Et à un moment, donc, on passe devant une télévision, je crois, dans un lieu public, et qu'est-ce qu'on voit? La députée Nanaï qui brandit un document. On est tombé pile là-dessus. J'étais avec une expédition internationale, etc., qui pense comme nous de ceci, nous avez fait, elle est allée déposer. Ça, c'est drôle comme épisode. Alors, ça a été, voilà, les premières missions, mais qui devaient être après... renforcé par un suivi après. Mais déjà, on a pu, bon, sur le plan santé, c'est très difficile, les problèmes. Tout est difficile. On demande des statistiques. Alors, c'est très amusant. C'est très amusant parce que je cherchais des statistiques de population. Selon la source, ça varie du simple au triple. Donc, c'est incroyable. On peut pas faire grand-chose de ces trucs-là. Et puis, mais alors les médecins, j'ai pu visiter finalement tous les hôpitaux de la région. On n'a pas envie d'être hospitalisé là, mais les médecins, entre médecins, bon, ils laissent filtrer des informations quand même, bon, sur les maladies.
Et puis, les intermariages aussi ont pu être un peu mis en valeur. Et les problèmes alors, de sédentarisation des nomades, parce que ce sont des éleveurs de rennes. Alors, il y avait cette symbiose bien connue entre les Esquimaux et les Tchouktches dans cette région de Tchoukotka qui vivent enfin qui s'échangent des ressources, les Tchouktches prenant du mammifère marin et donnant aux Esquimaux ou Inuits les fourrures des mammifères marins ou de la laine de phoque. Donc il y avait des symbioses traditionnelles bien connues. Mais là, il y avait un mélange voulu par les soviétiques de cultures entre les Yakoutes, les Yukaghi. C'est très... Et en même temps, chacun est attaché à pas mal de traits culturels qu'il peut définir. Et c'est intéressant pour ça. J'ai par la suite eu la possibilité d'approfondir.